Bien, bonjour à tout le monde. Je suis Baptiste Cabinet, maître de conférence en psychopathologie au laboratoire Cydretti qui est à Dijon. Et nous vous proposons de commencer cette journée. Merci beaucoup à Antoine et merci beaucoup aux organisateurs pour ces 2 jours bien complets et bien intéressants qui nous offrent plein de possibilités. Et je vous propose qu'on commence ce matin. Alors, on avait déjà hier eu un récit de trans autour d'un accouchement. Là, nous allons écouter aujourd'hui, ce matin, le professeur Sylvie Dallet qui va aussi nous parler d'un accouchement, mais peut-être avec un autre propos. Oui. Je vous écoute. Bon, donc ça y est, c'est au niveau du son, c'est bon. Bon, oui, c'est bon. Ok. Oui, alors, bon, d'abord, remercier l'équipe organisatrice et Antoine Bioy de m'avoir invité, compte tenu que je ne fais absolument pas partie du sérail, au niveau en tout cas de la psychologie, et des recherches qui y sont accrochées. Je suis donc historienne de formation. En réalité, je suis pas tellement, je suis autre chose, c'est-à-dire que j'ai fait des études de philosophie, de littérature, et pour me caser un peu quelque part, je suis professeur d'université en art. Ce qui fait que mon parcours est très complexe, je dirais. Par ailleurs, de 2006 à 2012, j'ai suivi donc des enseignements qui étaient dispensés à Paris par la Fondation pour Shamanic Studies. Et après, donc, on a continué avec deux autres personnes, Josiane Lépée et Mélissa Grossgold, de faire une association qui permette des stages de formation chamanique venus de l'international. Alors, le titre que je vous ai proposé est bien sûr un brin provocateur. Et je me suis posé la question de savoir si je devais vous parler d'un article. Je le dis rapidement parce qu'il a été publié aux éditions Ellipse. Il y a eu en 2012 un grand colloque qui était organisé par les philosophes à l'université de Cergy sur ce que la caverne dit de nous, la caverne de Platon. Il s'agissait d'une réflexion sur Platon. Et on m'avait demandé ce que je pouvais dire, et j'avais axé sur comment dirais-je, l'analyse qui en avait été faite par Georges Devereux sur l'initiation chamanique de Platon et la façon dont vous pouvez voir le mythe de la caverne comme justement une réflexion sur l'accouchement. Alors, parce que j'écris beaucoup, hein, la- la- l'article que je vais vous lire fait référence à ce premier article qui a été publié en 2015, mais il en est bien sûr complètement différent. Donc aujourd'hui, compte tenu du thème proposé, donc terme général proposé, il m'a semblé fondamental dans une époque où on commence à conjuguer les traces amnésiques avec la naissance des idées, il m'a semblé important de questionner le rôle assigné de la philosophie, qui est traditionnellement de se préparer à la mort. Et la barque d'Osiris, le parcours des mânes grecs, les formes convenues du bardo bouddhiste, vous le savez, il y a 6 étapes d'un état qui est un état d'entre-deux, nous sont parvenus comme autant de mythes fondateurs. Mais bien sûr, que dire de la barque de la naissance qui apporte au monde un inconnu? Alors, le culte de la déesse mère Laja Gauri de l'Inde védique, j'y reviendrai, hein, est oublié depuis longtemps. Et aujourd'hui, la philosophe Clarisse Picard parle désormais du silence assourdissant de la philosophie sur cette époque, sur cette époque fondamentale de la vie, qui est la naissance, et propose de construire une philosophie de l'enfantement. À l'inverse, ou en complément des écrits savants, la figure tutélaire de la cigogne, qui transporte les âmes jusqu'à la naissance, perdure dans les imaginaires internationaux. Et pour citer quelqu'un que vous connaissez mieux, le psychiatre Carl Jung voyait en la cigogne un symbole puissant de l'archétype maternel, sorte de maternité des âmes, incarnant la protection, la nourriture et le soin.
Alors, attentif aux rituels et à l'évolution des expériences collectives, les ouvrages dédiés au chamanisme, j'en ai lu quand même quelques-uns, explorent assez peu l'espace-temps mythique de la gestation, qui me semble pourtant fondamental, car profondément transformateur. Or, la naissance, la rencontre, l'épreuve de l'apprentissage et l'expulsion se retrouvent dans toutes les descriptions de la quête du chaman. Le cœur qui tambourine, la progression tâtonnante dans un sombre boyau jusqu'au paysage de lumière où l'être, le chaman ou l'enfant découvre un monde inconnu, parcouru d'esprits qui font équipe à la demande vitale. La mère et l'enfant participent ensemble d'une transformation exceptionnelle qui conjugue un démembrement nécessaire avec la connaissance d'un monde nouveau. Dans la transe organique qui a été décrite par Corinne Sombrin, que donc aussi que vous connaissez bien, nos forces sont décuplées, la sensation de douleur diminue, la perception du temps est modifiée et nous réalisons des gestes qui nous échappent qui échappent à notre mode de décision habituel. Dans la transe, en effet, le corps libère des opioïdes qui peuvent expliquer l'affaiblissement de la douleur. La promesse d'une naissance opère de façon similaire, qui renforce paradoxalement l'expérience originelle d'un essaimage lié à une séparation de corps et d'esprit. La gestation qui précède traduit une imprégnation partagée qui pourrait également supposer une bispiritualité. Des équipes de recherche internationales ont mis à jour depuis les années 1960 la migration des cellules de la mère à l'enfant et de l'enfant vers la mère pendant la gestation. Ce microchimérisme, ça c'est le terme scientifique qui est utilisé, hein, c'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, ce microchimérisme fœteux maternel établit des lignées cellulaires qui se conjuguent. Certaines des cellules fœtales peuvent persister et se multiplier chez la mère durant des décennies, agissant selon les dernières hypothèses médicales, en tout cas, comme des cellules souches qui renforcent la qualité du métabolisme maternel. Ce mystère de l'incorporation gestante qui agit y compris dans les avortements, y compris dans les fausses couches, euh, est rarement représenté en littérature et ne peut se décrire autrement que par des images ou des métaphores que la vie transporte. Le chaman traduit par des images poétiques cette imprégnation consubstantielle qui diffère de l'intrusion qui, bien sûr, il est censé combattre. Analogiquement, le processus tâtonnant de la création artistique est également perçu et décrit comme un accouchement, lié à des états d'exaltation exceptionnels que l'on peut associer à des transes visionnaires, auditives et visuelles, et ou visuelles. Cette progression vers l'œuvre finie, faite de repentir et de fulgurance, magnifie la capacité technique du peintre, du sculpteur, du romancier, et la création d'une œuvre authentique s'accompagne de modifications de la perception, quel que soit le genre de son créateur, et son empreinte subsiste en lui, en elle, de façon durable. Si les esprits, les entités qui animent les visions chamaniques émanent d'un univers complexe, de ce fait, la notion de genre n'est pas au fondement des choses. Il faut donc repenser en profondeur la migration des espèces et des âmes, euh, de l'empreinte à l'incorporation de la chimère. La réflexion autour de l'accouchement archaïque doit également aborder le rôle social et symbolique des personnes transgenres ou habillées en femmes dans les cérémonies rituelles des peuples premiers, mais aussi de certaines sociétés contemporaines où les hommes ressentent les douleurs de l'enfantement et peuvent les mimer. Là, une sorte d'anecdote personnelle. Il se trouve que euh, les Étoiles, qui sont donc un groupe de musique célèbre au Brésil, étaient passés à la maison et pour chanter, hein, pour m'accompagner. Et un des deux euh, a ressenti les douleurs de l'enfantement. Donc, c'était un peu compliqué au niveau de
au niveau de la relation. Ça, c'était donc au printemps 92. C'est l'essayiste français Christian Bobin qui écrit cette fulgurance. Je reconnais dans ces créateurs insensés, Bach, Rimbaud, etc., ce qu'apprend avec effroi le nouveau-né chaque fois que le visage de sa mère lui réapparaît, crevant la toile de l'air comme le lion et le cercle de feu. Il y a une réalité infiniment plus grande que toute réalité qui froisse et broie et enflamme toutes les apparences. Il y a une présence qui a traversé les enfers avant de nous atteindre pour nous combler en nous tuant. Et le poète Éluard résumait ainsi, il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. La psychothérapeute, que vous connaissez aussi peut-être, écrivaine Christiane Singer, ajoute, nous sommes des gens du voyage et ce voyage, c'est la vie. Alors, je vais faire donc différents chapitres. C'est le premier, donc je l'ai intitulé État des lieux. Alors, dans une généalogie des expériences chamaniques, j'ai choisi de centrer mon attention sur l'Europe et sur la Méditerranée, que je connais beaucoup mieux que les autres, comment dirais-je, espaces. Et ces espaces de l'Europe et de la Méditerranée témoignent d'un extraordinaire mélange culturel et cultuel. Donc, je ne parle pas des populations amérindiennes, asiatiques, des Mosos, par exemple, du Yunnan. Je n'évoque pas l'hindouisme. J'ai donné le nom de l'Aja Gori, indienne, qu'on appelle aussi de façon analogue, enfin qu'on peut comparer, disons, aux déesses Ishtar et dans les Balkans. Mais je voudrais quand même vous lire quelque chose qui est tout à fait étonnant, qui est un couplet du Rig Veda. Donc, vous savez, dans le Rig Veda, il y a 1028 stances, et je vous lis celle-ci. Au premier âge des divinités, l'existence naquit de la non-existence. Les quartiers du firmament naquirent de celle qui s'accroupit les jambes écartées. La terre est née de celle qui s'accroupit les jambes écartées, et de la terre les quartiers du firmament sont nés. Alors, pour revenir donc à la Méditerranée, euh, et à l'Europe, une rapide recherche comparative sur le principe de la mère originelle et son accouchement m'a permis de repenser la notion primordiale chez les ethnologues de la chasse chamanique. La traversée fondamentale de la naissance reste reliée à l'expression d'une sauvagerie vitale. Pour l'Égypte ancienne, c'est la déesse Sekhmet, la puissante fille du soleil, qui préside à la fois aux accouchements, à la médecine et aux maladies. Elle pouvait se déchaîner contre les humains dès que ceux-ci ne respectaient pas la vérité du monde. Pour les anciens Grecs et plus tard les Latins qui ont adopté leur cosmogonie, Cybèle personnifiait la nature sauvage, était assimilée à la mère des dieux, initiatrice des mystères de Dionysios et créatrice des oracles sibyllins. Après elle, les deux déesses qui président aux naissances sont des entités binaires et complémentaires, hein, donc opposées quelque part, Héra et Artémis, c'est-à-dire Héra Junon et Artémis Diane. Tandis qu'Héra Junon s'exprime dans le cadre du foyer avec l'aide de sa fille Illiti, qui donc est la petite qui s'occupe des accouchements, la fille, associée à la figure migratoire de la cigogne. Artémis Diane, déesse vierge aux multiples visages, est à la fois la déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements. Selon l'historien Hérodote, elle était la fille de Dionysos et d'Isis. Selon le poète Hésiode, elle est la fille de Zeus. Et surtout, elle a aidé sa mère abandonnée par Zeus à accoucher de son frère Apollon. Euh, donc la violence est au cœur de l'accouchement solaire. Chasseresse éternelle, Diane Artémis,
est associé à la lune, au cerf, à l'ours, qui sont deux animaux de pouvoir que les mythes européens consacrent. Dans l'ambivalent héritage gréco-latin qui nous a été transmis par les peintures de l'Antiquité à la Renaissance, les danseuses sylvestres, qui sont les nymphes, les sylphes, les dryades, désignent exclusivement des jeunes filles dont le corps et l'esprit semblent exulter dans la proximité d'Artémis. Leur danse légère, collective, s'exprime dans des clairières dont la définition correspond de façon floue à la clairière sacrée celte, gauloise, qui était sous l'influence de la triple déesse celte Brigitte. Alors, Brigitte, euh, c'est Brigitte, c'est la mère et c'est également celle qui préside à la magie et aux accouchements. Alors, dans le registre qui était beaucoup plus violent que les nymphes et les dryades et les hamadryades, donc plus violent que les nymphes des bois, nous avons deux autres catégories de prêtresses qui sont liées à Dionysos, ce sont les Tiades et les Ménades. Elles peuvent entrer en transe violente, lacérer les héros qui les dédaignent. Donc, vous connaissez l'histoire le récit mythique du musicien Orphée, qui était pourtant revenu des enfers et qui a été donc lacéré par les Ménades. Donc, les figures nourricières et violentes ont été reprises au travers de trois récits de fiction contemporains au succès, qui ont reçu un succès international. Donc, je vous les cite, j'en avais un petit peu parlé dans mon dernier livre, Chamanisme et sorcellerie, destin croisé. Il s'agit donc d'une nouvelle d'un Américain qui s'appelle Abraham Merritt, donc qui était né en 1884 et décédé en 1943, ce qui fait que la nouvelle, date de 1926. Elle a été rééditée, donc vous pouvez vous la procurer. Et cette nouvelle s'appelle La femme des bois. Elle se déroule dans les Vosges, bizarrement, hein, autour de figures forestières archaïques qui vont inciter un vétéran pardon, de la Grande Guerre à les venger de trois bûcherons. Et donc ce vétéran va tuer les bûcherons. Presque un siècle plus tard, en 2024, le banquet des épouses de la Polonaise Olga Tokarczuk, comme vous le savez, des prix Nobel de littérature en 2018, renouvelle subtilement la perception des démons femelles qui lacèrent les hommes, mais qui épargnent le narrateur transgenre. Il faut aussi mentionner La caverne des idées, qui a été écrite, qui est un livre extraordinaire, que vraiment je vous recommande, qui a été écrite par le psychiatre espagnol José Carlos Somoza en 2000, à la suite de ses recherches sur Platon. La recherche de Platon est justement l'initiation de Platon supposée au chamanisme. Et donc, la caverne des idées met en scène des femmes en transe qui, influencées par la philosophie d'Hérodote et la mauvaise compréhension de celle de Platon, lacèrent les corps de leurs propres enfants. Donc, elles en accouchent et elles les tuent à l'âge adulte au nom de leur transe, de leur vision, des visions qui sont nées de leur transe. Donc, ce dernier roman puise ses sources dans les écrits antiques tels que Platon nous les a laissés. Et je voudrais un petit peu modérer ce que je dis parce que Platon, en même temps, a désigné l'utérus comme un animal sans âme qui passait son temps à bouger dans le corps, on ne savait pas trop comment, hein. Enfin, il bougeait. Et à la suite de Platon, donc un médecin qui était un petit peu plus tard, c'était au deuxième siècle après Jésus-Christ, qui a donc laissé des écrits, Arrêté de Cappadoce, ça s'appelle Arrêté de Cappadoce, hein. Et il pensait que l'utérus était un animal dans l'animal, un organe qui bougeait lui-même et qui bougeait dans le corps également. Aristote, qui était quand même le premier auteur, en tout cas connu, puisqu'il a été publié, on a gardé ses écrits du moins, d'un traité d'embryologie,
qui s'appelle De la génération des animaux, insiste sur le principe que l'homme est le seul générateur de la vie humaine et que les femmes, pourquoi? Parce que les femmes manquent en principe d'âme. Donc la racine grecque du mot utérus provient enfin, comme vous le savez, une origine un peu discutée, hein. Elle hésite entre la signification de ventre ou de matrice, dans des acceptions qui sont toujours négatives. Malgré quelqu'un qui n'a pas laissé de texte, mais qui est souvent cité, malgré Socrate, qui lui, comme vous le savez, était fils d'une sage-femme et qui reconnaissait lui devoir sa capacité maïeutique, l'accouchement par la parole des idées et des pensées les plus obscures. Alors, j'ai fait un deuxième chapitre que j'avais intitulé Trois femmes sauvages au miroir forestier. Alors, la chercheuse américaine Kat Bohannon, qui a été traduite récemment, un livre de 635 pages, si mes souvenirs sont bons, c'est un ouvrage qui est publié en 2023, donc qui est très récent, qui a écrit donc ce livre qui s'intitule Ève, 200 millions d'années d'évolution au féminin. Et elle interroge la norme masculine et de ce fait, elle signale bien entendu les zones d'ombre de l'histoire féminine. Alors pourquoi par exemple l'accouchement est-il difficile aux humaines, au contraire des autres mammifères? Que signifie la présence traditionnelle de la sage-femme aux côtés de l'accouché? Peut-on parler, comme certaines études médicales en attestent l'existence, d'une expérience orgasmique qui se révèle lors de certains accouchements? Pas tous. Quel est le rôle de la vieille femme sachante et accompagnatrice de la parturiente, dont on pense avoir des traces très anciennes, enfin de l'ordre de la préhistoire? Dans les sociétés archaïques, la vieille femme semble indispensable à la communauté car par son expérience longue, elle aide aux futures naissances, participe de la transmission des savoirs. Cette transmission participe, selon mon analyse, des missions de la transe, dont le récit nous revient collectivement des profondeurs est souvent associé à des paysages de nature. Depuis le XIXe siècle, les érudits, patients collectionneurs tels Henri Pourrat, patients collectionneurs de contes et de légendes tels Henri Pourrat pour l'Auvergne, se sont passionnés pour la philosophie que recèle le trésor des contes et qui donc fait des allusions, jamais très évidentes, mais des allusions à ce questionnement fondamental de la naissance. Alors, dans les légendes, il y a le plus souvent, comme vous le savez, on retrouve souvent du moins, une fille, une mère, une jeune fille, une père, une vieille femme. Alors, la forêt protège ces trois figures féminines. Elle nourrit la mère abandonnée avec son enfant, elle permet à la jeune fille une rencontre décisive avec l'entité âgée qui va lui ouvrir le chemin du retour de son fiancé ou du prochain mariage. Mais en tout cas, la jeune fille fait la démarche, passe par l'étape de la vieille, la Baba Yaga par exemple, dans la forêt. Donc, dans la sylve archaïque, il y a deux figures qui sont intrépides, parce qu'on ne peut pas dire que la mère soit intrépide vraiment, elle est protégée par la forêt avec son enfant, bon, elle essaie de survivre. La jeune fille amoureuse et la Baba Yaga de l'Europe centrale, qui tracent en liberté leur destin. Pour comparaison éloignée, avant d'être une danse cubaine, la prêtresse vaudou, la mambo, qui est d'origine bantoue, signifie la voix en chœur. Et la littérature des Antilles, là, je fais juste un petit pas de côté euh, vers le monde aujourd'hui francophone. Donc la littérature des Antilles présente de nombreux parcours mythiques de femmes inspirées et accoucheuses, tel le roman de Maryse Condé, Moi, Tituba, sorcière noire de Salem, qui a été publié en 1986. Alors je cite une autre autrice américaine, que là vous connaissez peut-être mieux que Kat Bohannon, Clarissa Pinkola Estés, qui a écrit ce livre Femmes qui courent avec les loups, histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Donc, c'est un livre qui est devenu un best-seller
partir de 1792. Donc, cette femme sauvage développe son énergie à n'importe quel âge. Donc, Clara Spinola Estés est psychanalyste jungienne. Elle écrit depuis sa jeunesse qu'elle a souhaité être un vagabond exotique. Elle a fait un second livre en 2012. C'est intéressant, ça date de 2012 parce que c'est aussi en 2012 que, à l'âge de 80 ans, le fondateur de la Fondation pour les Shamanic Studies, Michael Harner, a écrit une sorte de livre au testament où il livre un peu enfin, il fait un descriptif à la fois de certaines trans et de la façon dont il a essayé de synthétiser les différentes interventions des chamans au niveau international. Donc cette date est importante, 2012. Donc Clara Pinkola Estés écrit ce livre, Libérer la femme puissante, l'amour immaculé de notre mère pour l'âme sauvage. Et donc elle analyse l'immense ferveur populaire derrière le visage de la mère également la mère chrétienne, toute puissante, la grande mère qui est bénie par les humains et qui est recherchée, je cite, depuis que nous sommes sortis de la brume et qui, à travers les siècles, nous relie aux déesses mères fondatrices dont la trace reste énigmatique. L'ouvrage du psychiatre français Bertrand Chapuis, Mystère néandertal à Bruniquel, Le propre des femmes ou le pouvoir des mères, que j'ai eu l'honneur de publier dans la collection que je dirige, Éthique de la création, et que j'ai également postfacé, revisite cette hypothèse autour des cercles de roches qui ont été, euh, euh, comment dirais-je, analysés, enfin, non, justement pas analysés, il y a une espèce de surprise autour des cercles concentriques qu'on a trouvés au fond d'une grotte qui est la grotte de Bruniquel, une grotte en France, qui a, dont les humains, que les humains ont occupé il y a à peu près 173 000 ans, donc c'est néandertalien. Et l'hypothèse de Bertrand Chapuis, c'est que ces cercles de pierre concentriques seraient des espaces d'accouchement ou de nurserie. Donc, comme gardés comme une sorte de jardin d'enfants, hein, au fond de la grotte. Et qu'il pense que le pouvoir des mères est fondamental dans l'humanisation néandertalienne. Cette analyse corrobore des traditions sibériennes anciennes, que là je cite dans mon livre sur le chamanisme, et il cite la déesse Yakut des naissances, met la parturiente en lieu sûr et elle insuffle une âme dans le corps du nouveau-né. Pendant 3 jours, l'accouché doit rester enfermé avec ses amis IES, hein, un homme serait sacrilège. Puis la sage-femme, inspirée par la déesse, accroche une paille du lit de l'accouché au sommet d'un grand arbre. Alors, je vous cite aussi quelque chose que j'avais mis en note, une publication d'une sage-femme qui s'appelle Hélène Goninet, qui a écrit ce livre en 2016, L'enfantement entre puissance, violence et jouissance, avec la préface de Michel Audin, qui, comme vous le savez, est ce médecin accoucheur qui s'est beaucoup intéressé à l'accouchement chez soi. Donc, on arrive à ce chapitre que j'ai intitulé Sage-femme à l'écoute de la transe originelle. Et justement, là, cité Hélène Gonnet. Donc, dans la lignée des sociétés anciennes, la naissance était donc accompagnée de femmes, les sages-femmes, qui recueillaient après l'épreuve les paroles de l'accouché. Le soin de l'autre semble, dans la totalité des religions polythéistes, l'apanage des femmes et des déesses gardiennes. Les interprétations des grottes ornées, Chauvet par exemple, laissent imaginer un paléochamanisme où les femmes partagent les mystères de la naissance. Au Moyen Âge, l'évangile de Quenouille, qui a été conservé du Moyen Âge, publié en Picardie en 1480. Et là aussi, c'est important cette date de 1480 parce que cet évangile de Quenouille, il est assez étrange.
Je vais vous en parler, c'est des sages-femmes, entre guillemets, hein, dites sages doctoresses et inventeresses, qui pendant 6 nuits vont bavarder sur des sujets divers. Euh, Ça correspond à peu près à 1484 à l'édition du Marteau des sorcières, c'est-à-dire du manuel de l'Inquisition qui a permis de tuer 60 000 personnes quand même, à peu près. Donc, la sage-femme Hélène Godinet, en 2016, a fait une série d'entretiens, 342 je crois, sur la façon dont les femmes ressentaient leur accouchement, et elle utilise le terme d'état modifié de conscience, très, très clairement, pour décrire l'état d'exaltation des femmes lors de cette étape décisive. Alors, le judaïsme, les différentes modalités chrétiennes et l'islam dans sa diversité, qui sont des religions centrées sur un Dieu masculinisé, ont modifié bien sûr la représentation archaïque de l'accouchement enfin de l'enfantement, qui restait attentive aux significations plurielles du féminin. Cependant, en hébreu, le mot rahamin, signifie miséricorde, qui est donc l'attribut majeur de Dieu, vient de la même racine que le mot rehem, qui est utérus. Et quelque part, la miséricorde serait cette qualité qui est la matrice de porter l'embryon. Alors, si le christianisme accorde une place importante à la naissance d'un enfant merveilleux, qui va révolutionner les esprits, Marie, qui est à la fois, comme vous le savez, vierge et mère, est pour la naissance de son fils le Christ uniquement entourée d'hommes. Joseph, les bergers, les mages. Le bœuf et l'âne sont également des mâles. La parole de Marie est escamotée au profit de l'annonce salvatrice que la prière de l'Ave Maria relaie. Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Le terme d'entrailles est ambigu en ce sens où il signifie la partie la plus profonde d'une chose, d'un élément, d'une personne. Et donc on est passé des entrailles de la terre à une sommité de goût, le fruit d'un arbre traditionnel auquel le destin de Marie est raccordé, c'est-à-dire qu'il efface, cette naissance efface la cueillette originelle de la pomme du Jardin d'Éden. La création d'un Dieu sauveur par une jeune fille réactive les figures de l'accouchement, bien évidemment, hein, dans les mythes, de l'accouchement divin, en quelque sorte un peu hors sol, dans une relation à l'ancêtre, mère. Cependant, les traditions bretonnes, attestées par des chants et des travestissements, des mises en scène, affirment que la Vierge aurait été aidée dans son travail par une mystérieuse femme aveugle et sans bras, Brigitte, la Brigitte celte, hein, qui par migration de la déesse celte, qui est encore aujourd'hui vénérée en Irlande sous le nom de Sainte Brigitte, elle a sa fête le 1er février. Et ça précède la Chandeleur, qui, comme vous le savez, c'est la célébration des relevailles de Marie, donc le 2 février. Donc il y a vraiment un lien qui a été, des filiations qui ont été accrochées au travers les siècles. Bien après la danse des nymphes ou la violence des Ménades, la figure de la sourcière, c'est-à-dire celle qui garde la source, est devenue celle de la sorcière, celle qui jette des sorts, est régulièrement associée depuis la fin du Moyen Âge à une danse folle qui s'élevait des forêts vers les airs. Et vous avez un tableau que vous pouvez voir en tout cas sur Internet, qui est la Doule Grite, c'est-à-dire Margot la folle, qui a été peinte en 1563 par Bruegel pour symboliser la guerre. Et avec un certain nombre de textes de l'époque qui disent que bon, une femme ça va, mais quatre, on peut les envoyer en guerre, elles vont, comment dirais-je, euh, dompter toute autre armée. Au XVIe siècle, la bacchante antique
hein, donc la ménade, est désignée par par un mot nouveau dans le vocabulaire, hein, qui est la tyade, T-H-Y-A-D-E, qui peut, selon l'étymologie, s'élancer impétueusement et bondir. C'est aussi à la même époque que le terme d'extase, inspiré du grec, entre au dictionnaire dans une interprétation qui l'associe aux expériences de la transe mystique, Catherine de Sienne, Hildegarde de Bingen et tant d'autres, nonnes ou saintes que le catholicisme a consacrées. De fait, l'exaltation est réprouvée dès qu'une femme l'affirme en dehors des couvents. Alors, je vais vous citer par contre un contre-exemple qui est celui de Christine de Pisan, qui est née à Venise en 1364, qui est morte à Poissy en 1430, donc en France. C'est un contre-exemple parce que c'est une femme qui avait des revenus, donc n'a pas été dans des situations souvent de femmes un peu marginales dans les villes ou dans les campagnes, qui était de noblesse, qui avait trois enfants à charge, qui était veuve, donc était veuve assez jeune. Et donc, elle a osé décrire en 1405 une transe visionnaire qui correspond à la naissance des humains. Elle voit une immense figure d'homme, parée de mille couleurs, qui est désignée comme le chaos. C'est-à-dire, en fait, le chaos est sur le front de la figure qu'elle voit, hein. Elle dit, je dormais et j'ai eu une vision, hein. Et donc, ce chaos avale sans cesse des moules qu'une ombre couronnée de figures féminines, qu'elle essaie de comprendre comme pour être la nature, mais elle ne le dit pas tout de suite, lui prépare comme des petits pains à cuire. Donc il y a des moules comme des moules à gâteau, hein, et à l'intérieur, la figure féminine met des, des futurs humains. Et l'esprit de Christ. Alors, le chaos avale le moule dans lequel il y a la figure, cuite, sans distinction de sexe, sans distinction de sexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne sait pas s'il y a, et elle le dit d'ailleurs, qu'il n'y a pas de distinction de sexe. Et le chaos recrache euh, dans un temps indéfini la petite figurine qui a été cuite par l'orifice intérieur, mais on ne sait pas quand. Donc le chaos a avalé euh, quelque chose qui est de l'ordre donc de la naissance. L'esprit de Christine, qui est détaché de son corps pendant son sommeil, elle a bien la prudence de dire que c'est pendant son sommeil, est placé également dans un moule par cette grande ombre féminine. Et, euh, et à ce moment-là, donc, elle dit, cette grande ombre m'a façonné en fille. Et au fond, elle ne voulait pas particulièrement être façonnée en fille, mais elle est façonnée en fille et mise dans le gosier du chaos, qui, une fois cuite, l'avale. Et une fois qu'elle est à l'intérieur des entrailles ou de la gorge, d'abord de la gorge et des entrailles du chaos, il y a une servante de la nature qui abreuve Christine d'un liquide doux et suave. Je ne sais pas si c'est le placenta, mais enfin bon, et lui permet de vivre dans les entrailles du chaos. Je ne sais pas ce que c'est que ce liquide, elle ne décrit pas, il est doux et suave. Et on s'aperçoit, parce que le terme est utilisé un peu plus tard, qu'en fait le chaos symbolise l'univers. La métaphore culinaire de l'enfantement est également utilisée pour la création de l'œuvre, parce que Christine de Pisan est une autrice assez importante. Donc, pour la création de l'œuvre de Christine, par analogie de la gestation qui est décrite dans le livre de la vision que Christine Pisan rédige, elle a donc 40 ans, hein, et elle écrit une autre vision où elle se promène dans l'antique cité d'Athènes. Et là, elle remarque aussi une grande ombre féminine qui cherche à l'instruire. Et le dialogue avec l'ombre se noue rapidement, et celle-ci lui révèle qu'elle a été créée en même temps qu'Adam pour l'accompagner dans son désir du savoir.
Cette ombre féminine se démultiplie en autant de filles spirituelles qui sont les représentantes de l'imagination et de la curiosité. Et alors que Christine de Pisan, après son veuvage, préfère ne jamais se remarier, elle explique dans un autre texte ce renoncement pour se faire homme de lettres. Elle souhaite être homme de lettres. Et je entre guillemets homme de lettres, hein, bien sûr. Et là, elle a une très jolie formule. Elle écrit, et de femelle devint mâle. Ah oui, à partir du moment où elle était homme de lettres, elle a changé de sexe par la création littéraire. Donc, à l'inverse de cet ébaïde raffiné, où la vision de la transe se forge une éthique respectée, respectable, en partie grâce aux dots et aux douaires des femmes instruites, fortunées, il y a bien sûr le cas beaucoup plus triste de la philosophe et théologienne Marguerite Porrette, qui est donc née à Valenciennes en 1250, qui s'est débattue au XIIIe siècle contre des accusations d'hérésie qui l'ont menée au bûcher et qui est dans les textes dans lesquels pointe une philosophie de la transe. Donc elle va publier en 1295 Le miroir des âmes simples et anéanties et qui seulement demeurent en vouloir et en désir. Alors, elle tente de concilier dans cet ouvrage la soumission à Jésus et la vie en nature. Alors, bien mal lui en a pris parce qu'elle a été brûlée en place de Grève le 1er juin 1310 à la demande de l'évêque de Châlons. Et c'est la même semaine que les Templiers ont été brûlés, également accusés d'hérésie. Donc, dans une époque où la doctrine chrétienne se faisait rude, euh, le pouvoir ecclésial n'a pas accepté qu'une femme sans enfant décrive des joies qu'elle analyse pour être ineffables. Cette violence précède l'écriture du manuel de l'Inquisition, comme je vous l'ai dit. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était 84, mais c'était 87, Malleus Maleficorum, 1487, qui a eu donc 34 rééditions, hein, jusqu'en 1669. Et dans ce livre tout à fait emblématique, atroce, décrit les sages-femmes comme les principales ennemies de l'Église et potentiellement toutes des sorcières. Parce que Malès dit d'abord chercher la sage-femme. Euh, euh, de très anciennes traditions sardes et bretonnes ont témoigné que certaines sages-femmes pouvaient être convoquées aussi dans la relation à la mort, c'est-à-dire pour abréger la souffrance d'adultes qui étaient malades des incurables. Et donc ces sages-femmes qui présidaient au mystère de la vie et de la mort avaient donc parfois le pouvoir d'initiation définitif. Et donc il faut bien comprendre aussi peut-être que le mythe de l'ogresse, dont le nom est lui-même dérivé du latin orcus, c'est-à-dire c'est l'enfer, hein, l'orcus en latin, fait référence à l'assimilation des connaissances par la transe cannibale. Progressivement, on va assister à la décrue des paroles de transe associées aux femmes, progressivement, c'est-à-dire historiquement, hein. En effet, la loi du 10 mars 1803, j'ai fait quand même un grand saut dans le temps, ça c'est une loi française, exige que l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art des accouchements doit être désormais exclusivement réservé aux titulaires d'un diplôme officiel. Au XIXe siècle, la fascination médicale et masculine pour l'hystérie, comprise comme une exaltation des ordonnées de la matrice féminine, suggère une continuité après la persécution de la Renaissance envers les femmes marginales, qui étaient le plus souvent sans enfants. Donc à la danse des folles a succédé euh, au sabbat des sorcières. Il faut quand même dire que, à ma connaissance, c'est au début du XXe siècle qu'il y a eu aussi une sorcière brûlée en Suisse. Début du XIXe, pardon. Donc, le fondateur de l'ethnométhodologie et chercheur interdisciplinaire que vous connaissez bien, Georges Lapassade, avançait l'idée émise lors d'un entretien radiophonique de 1988
Peut-être que l'hystérie, et comme le malheur individuel, vient-il de la perte de la transe. Et cette phrase, me semble-t-il, résonne aux profondeurs de l'histoire contemporaine, qui, par une recherche transdisciplinaire dont nous sommes les témoins, doit désormais explorer les recoins obscurs des cavernes primitives, vibrantes, des transes et des visions qui leur sont associées. Je vous remercie. Ah, merci beaucoup pour cette introduction, cette journée, ce point de départ. Y a-t-il des questions, des commentaires, des remarques dans la salle? Peut-être pour commencer, j'ai une toute petite question. Vous venez de dire, enfin, moi j'ai appris en tout cas en vous écoutant que les sages-femmes avaient pu être comprises comme des ennemis de l'Église parce Oui. qu'elles pouvaient assister aussi, ou accompagner en tout cas vers la mort. En fait, elles sont présentes de la naissance à la mort, au début et à la fin. Alors, oui, oui, oui. Bon, elles sont surtout présentes à la naissance, mais moi j'ai fait des recherches, et puis je pense que ça commence à être un peu connu, que justement dans certaines provinces, on atteste de femmes qui sont également des sages-femmes et qui arrivent avec un grand maillet et qui tapent sur le d'un coup fatal, ou bien qui étouffe avec un oreiller, quelqu'un à la demande de la famille, c'est-à-dire que quelqu'un qui souffre tellement qu'il n'est pas possible autrement d'abréger les souffrances. De façon violente, un coup, un étouffement, Bah, de toute façon, la mort, c'est donné par quelqu'un, c'est un peu violent, oui. Donc, il me semble. seulement lent. Oh, c'est lent, hein. Alors, y a-t-il des questions? Merci beaucoup. Ma question porte sur les sorcières. Alors, j'avais jamais entendu les sorcières qui ensuite ont été appelées les sorcières. Et est-ce que vous pourriez nous parler de ce passage? Comment ça s'est passé qu'il y ait des sorcières qui deviennent des sorcières? Bah, écoutez, là, c'est la grande énigme, hein, mais en tout cas, il y a les deux étymologies. Les deux étymologies ont été trouvées. Alors, il faut comprendre que, alors, il y a, par exemple, en France, une société d'études de mythologie qui a regardé ça de près. Et il y a, par exemple, des histoires assez étonnantes sur les dragons, hein. Quand vous regardez les actes des saints qui débarrassent toujours une source d'un dragon, souvent le dragon n'est pas tué, c'est-à-dire qu'en fait le saint arrive, discute avec le dragon, lui dit tu ne devrais pas garder la source comme ça, on va faire un offertoire, tu nous gênes avec, je sais pas, ton haleine enflammée ou bien où tu risques de polluer les sources. Et le dragon, oui, oui, dit d'accord. En général, le dragon n'est pas tué. Il y a plutôt une conciliation, une sorte de conciliation symbolique entre la nouvelle religion, comment dirais-je, chrétienne, et l'ancienne religion par cette histoire du dragon qui est ramené à un autre endroit. Et les sourcières, je pense que ça procède, alors ça c'est une hypothèse personnelle, de la même analyse, c'est-à-dire que les femmes sont à la source et à la source de la naissance, peut-être aussi à la source de la connaissance. Et quelqu'un qui utilise beaucoup un essayiste et en même temps un romancier, c'est Pascal Quignard, que j'aime beaucoup. Il a fait un certain nombre de livres où on a cette étymologie de sourcière, c'est-à-dire qu'il l'a retrouvée et il l'a réhabilitée, cette étymologie de sourcière. Euh, En fait, on est souvent, comment dirais-je, trop influencé par les manuels de la répression. On connaît les sorcières à cause du manuel de la répression, à cause des atrocités qu'on leur a faites. Et donc tout ce travail qui est fait depuis quelques années de rechercher l'étymologie, d'essayer de comprendre
en quoi ça correspond vraiment à à une violence qui est faite aux femmes et essayer de confronter justement les éléments qu'on associe au chamanisme avec des éléments qu'on associe à la sorcellerie. Sauf que la sorcellerie de la Renaissance, on ne la connaît pas. Parce que ce sont des femmes qui ont été soumises à la question, donc à la torture, puis à avouer n'importe quoi. Dans le manuel, alors il y avait deux inquisiteurs hein, qui ont écrit ce manuel. Il y en a un, alors le premier, enfin le plus dingue, il avait été juge inquisiteur au Tyrol avant l'écriture du manuel. Et il avait soumis, alors il y avait soit cinquantaine de jeunes filles, je crois, qui étaient considérées comme sorcières. Et il y avait donc un gros procès avec l'évêque du Tyrol et avec l'inquisiteur principal dont j'ai oublié le nom parce que j'oublie toujours le nom des méchantes personnes. Donc ça, vous pourrez vérifier. Et alors, il leur a posé des questions sexuellement tellement osées en disant, non, bon, si elle avait forniqué de telle et telle façon, que l'évêque du Tyrol a dit, ça suffit, ce type-là est un fou, il l'a peut-être pas dit comme ça, et il a payé, l'évêque du Tyrol a payé le procès pour libérer les jeunes filles. Et là, je pense que le fou, enfin le méchant, quelques années plus tard, a été plaider sa cause à Rome et quelques années plus tard, il publie avec quelqu'un d'autre qui, après, s'en repentit d'ailleurs. Hein, le deuxième était, disons, moins impliqué. Un descriptif des malversations qu'on appelle le Malleus Maleficorum. Et ça a été, c'est vraiment, c'est un serial killer. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'autre, enfin, le mot qu'on pourrait utiliser aujourd'hui, c'est ça. Et je me souviens, moi, avoir été invitée, j'en parle dans mon livre aussi rapidement, mais je vous le dis parce que j'ai été invitée chez un collectionneur de toutes sortes d'objets il y a un certain nombre d'années, une dizaine d'années, et il me montrait toute sa collection. C'est un grand collectionneur. Hein. Et il me dit, j'ai quelque chose à vous montrer qui va certainement vous intéresser. Il va dans sa chambre. Ce qui est curieux, c'est que c'était dans sa chambre. Et il sort un livre. Et le livre, c'était le Maleficarum. Hein, Maleficarum, pardon. C'était un des exemplaires hein, qu'il avait collectionné. Et la couverture, là, c'est-à-dire la peau de la couverture, c'était un sein de femme. C'est-à-dire qu'on avait écorché une femme et on avait tanné la peau. Ça, je l'ai vu. Hein. Je, on était plusieurs. On était tout content de nous montrer cette chose atroce. Voilà. Donc, on est allé dans ces époques-là à des degrés de violence qui sont inimaginables aujourd'hui. Et en tout cas, cet épisode de l'évêque du Tyrol qui dit non, non, mais ça suffit, sortez, quoi, sortez. Et il y a eu après le retour du bâton, voilà. Voilà pour l'anecdote. Enfin, c'est une anecdote un peu affreuse. Oui, merci, c'est vraiment passionnant. Je voulais revenir sur les différents âges de la femme. À un moment, vous avez parlé de la femme qui récupère son pouvoir et par rapport à la ménopause. Parce que justement, cette femme qui n'est plus dans la procréation, qui ne va plus donner la vie et qui est complètement disponible, finalement, hein, parce qu'elle est C'est un peu ça, libérée de c'est ses ça. obligations de femme. Et donc moi, je retrouve ça en Sibérie ou chez les Amérindiens, où souvent on me dit la vraie femme médecine, la vraie femme chamane, elle ne peut l'être qu'au-delà de 50 ans. Oui, Voilà, il faut une certaine maturité déjà, expérience de la vie et tout ça, et puis être ménopausée, puisque justement il y a cette libération de tout ça. Et voilà, c'est ma petite remarque. Est-ce que vous retrouvez ça par rapport à la femme qui récupère tout son pouvoir après 50 ans
Alors, la littérature afro-caribéenne en parle de ça. Alors, je ne pourrais pas vous citer de livres, de romans, parce que les messages du vaudou en Caraïbes sont beaucoup passés par les romans. Jacques Stéphane Alexis, voilà. Et il y a beaucoup de témoignages de femmes qui disent à leur mari, après avoir eu un certain nombre d'enfants, bon, bah, maintenant, je ne peux plus enfanter, je voudrais être prêtre vaudou. Je voudrais me consacrer au vaudou. Et j'avais lu donc cet exemple-là, et le mari était d'accord, bon, oui, voilà. Bien sûr, je pense que c'est, en tout cas, Kat Bohannon m'a fait très plaisir parce que quand j'ai lu ce livre il y a 2 mois, encore une fois, c'est un pavé, hein, elle dit, mais c'est bien ça, la valeur de la femme âgée. C'est que, et elle imagine un accouchement d'une jeune femme qui se passe mal. La seule qui peut l'aider, c'est celle qui a l'expérience. Et c'est pour ça que cette expérience est absolument fondamentale, parce que, comme vous le savez, en tout cas à l'époque préhistorique, les enfants et les femmes étaient, on commence à le dire, hein, très, très, très protégés, parce que c'était eux, que c'était la survie du groupe. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé des tombes d'enfants, et des tombes d'enfants avec des fleurs, enfin des restes de fleurs, hein, je veux dire, des pollens, hein, en tout cas. Et cette femme d'expérience est absolument indispensable à la survie du groupe. Et elle est valorisée, elle est valorisée. Donc ce n'est pas du tout comme ce film japonais le montrait il y a quelques années. Vous vous souvenez, cette femme qui n'arrive pas à mourir et qui se casse les dents pour que son fils aille l'abandonner sur une montagne afin que les animaux sauvages la mangent pour pas qu'elle soit une charge. C'est absolument l'inverse, hein, ce qui se passait dans les temps enfin, sur lequel on peu d'informations. Et ce que vous disiez est vrai, hein, c'est la femme après la ménopause qui peut. Et Kat Bohannon dit, mais les animaux ne sont pas ménopausés. Bon, c'est donc que nous avons une utilité quelque part, puisque nous avons cette chance d'arrêter, hein, de pouvoir procréer, d'arrêter de le faire et après de travailler sur la transmission. Merci beaucoup. On a encore une question. Oui, vous parliez, merci beaucoup. Vous parliez de Platon initié aussi du chamanisme. Est-ce qu'il y a un lien avec son initiation au mystère des Lotus? Attendez, j'ai pas entendu le début. Oui, vous parliez de Platon, Oui, possiblement initié au chamanisme. oui. Est-ce qu'il y a un message possible au mystère des Lotus? Alors, Georges Devereux a fait un article là-dessus, hein, sur Platon. J'ai apporté le premier article que j'avais écrit en 2015, donc je pourrais vous donner la référence exacte. Et il pose l'hypothèse que le mythe de la caverne est directement inspiré de cette initiation au chamanisme. Dans le détail, je ne sais pas si c'est lié à Éleusis ou à autre chose, mais comme vous le savez, Platon avait beaucoup voyagé, et puis le fait qu'il prenne Socrate comme figure d'altérité, alors que Socrate, justement, il a cette relation à l'accouchement, c'est aussi un choix, ça. Je, je, Moi, ce qui m'avait fasciné, c'était le livre, le roman La caverne des idées de Carlos Somoza, qui revisite entièrement le mythe de la caverne et les mystères grecs. Et dans la caverne des idées de Carlos Somoza, il y a tout un travail sur... alors, c'est assez plaisant parce qu'il utilise en fait un peu la figure d'Hercule Poirot sous son mode grec pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les transes de mort et de naissance. Et donc, il cite un certain nombre de figures, comment dirais-je, de rituels.
Donc là, il faut aller regarder dans le détail et le comparer avec ce que vous connaissez des mystères des Éleusis. Bien, merci beaucoup encore une fois.